Le vieux et le clochard de Hugo Venturi. Je trimballais ma carcasse à travers les rues sans âme de la belle capitale, sans but ni envie particulière. De toute façon, le fond de ma poche ne contenait que des vieux mégots de cigarettes mélangés à de la cendre, alors mieux valait s'abstenir d'en avoir des envies. Et puis ces idées capricieuses, c'était pour les riches. En tant que pauvre, je n'avais que des besoins. Je portais mon éternel jean délavé, mon caleçon vieux de 4 jours, et un maillot de corps rouge sang qui me collait à la peau comme une serpillière moite. J'aimais mettre un peu de couleur dans ma vie, depuis que j'avais lu dans un magazine féminin qui traînait sur un banc public, une étude sur la chronothérapie, où tout le monde s'accordait sur la même conclusion: les couleurs vives égayaient le quotidien, tandis que les sombres le rendaient plus triste. J'avais grand besoin d'optimiste, donc l'écarlate m'allait à ravir. Le temps était beau, ni trop chaud ni trop froid. Une belle journée de printemps en somme, qui renforçait ma bonhomie d'aujourd'hui. J'avais déjà senti ce matin en me réveillant l'absence d'arthrose dans mes lombaires et l'amoindrissement flagrant de la douleur lancinante de ma molaire supérieure droite. J'avais passé une nuit pas trop agitée, à l'inverse des rues parisiennes où les bruits ne cessaient jamais. Tantôt une sirène sauvant une vie, parfois des fous hurlant leur haine à la face du monde, ou encore des amoureux ivres rêvant à un avenir meilleur. Tous d'habitude me dérangeaient profondément dans mon sommeil, mais pas ce soir-là. J'avais dormi comme un bébé dans les bras de sa mère et m'étais levé de bonne humeur, en pleine forme et prêt à en découdre avec mon destin. Faut dire que je partais de loin. Des parents morts dans un accident de voiture quand j'avais à peine 5 ans, puis placés successivement dans un orphelinat, une famille d'accueil et la maison de redressement. Donc inéluctablement j'avais fini dans la rue. Mais depuis quelques mois, je remontais doucement la pente. Je ne vivais plus dans des cartons. J'avais trouvé à la place une petite chambrette dans un squat près de Bastille. Un habitat sommaire, mais avec un toit au-dessus de la tête. Je vivais de mendicité comme tous les clochards de la ville, en faisant le tape-cul toute la journée. Je m'installais dans un coin passant, posais ma casquette devant moi, et attendais sagement qu'une pièce de monnaie se jette de son plein gré à l'intérieur. Il y avait des jours avec et des jours sans, comme dans tout commerce honnête. J'arrivais à subsister et à manger à ma faim, car j'avais la chance d'être sain pour un petit gars du macadam. Je n'étais ni ivrogne ni drogué, et ne possédais aucun animal de compagnie prêt à sauter à la gorge du premier venu. J'essayais de soigner mon hygiène du mieux que je pouvais, et n'insultais jamais personne. Toujours tranquillement assis à ma place, attendant patiemment la fortune. Ce jour-là, je marchais un peu plus loin que d'accoutumée. Je voulais changer d'air et de quartier par la même occasion. La rue de Lappe, l'Opéra Bastille, et tous ces autres endroits du 4e arrondissement où j'avais passé des heures interminables ne me disaient plus rien. J'avais besoin d'un nouvel endroit où poser mon cul. Je devenais ambitieux. Alors poussé par cet élan audacieux, je déambulais au hasard dans la cité millénaire. Je descendais la rue de Rivoli jusqu'à l'hôtel de ville, puis traversais le pont d'Arcole pour contempler de plus près la majestueuse cathédrale de Notre-Dame. Tout en appréciant les multiples gargouilles sculptées dans la pierre et narguant les humains du haut de leur promontoire, je me rappelais un livre que j'avais lu à la prison pour jeunes délinquants, et qui racontait l'histoire d'un clochard bossu et de ses problèmes amoureux avec une gitane. Je quittai l'île de la Cité, berceau de la ville de Paris, et m'arrêtai à la fontaine Saint-Michel pour faire une petite pause, tout en essayant de ramasser une petite pièce aux touristes désabusés. Mais à part les pigeons, je n'eus pas beaucoup de visiteurs près de ma casquette. Je continuai alors à marcher le long de la rive gauche, apercevant de loin, de l'autre côté du large fleuve, le musée du Louvre, une ancienne forteresse médiévale royale, qui protège aujourd'hui derrière ses remparts des œuvres artistiques devenues intemporelles. Je longeais toujours la Seine, tout en avançant dans le temps, car bientôt se détacha, dans un ciel pourtant grisonnant, la flèche emblématique de la capitale, qui distribuait à des millions de foyers ses programmes hertziens. Guidé par l'imposante tour métallique, je franchissais le pont de Iéna pour rejoindre la place du Trocadéro, où de jeunes skateurs effectuaient d'incroyables prouesses acrobatiques avec leurs engins à roulettes et sans rien demander en retour. Il y avait aussi pas mal d'Africains et d'Indiens qui essayaient de refouler leur camelote à des passants trop pressés. C'était pas triste quand la police faisait sa ronde, que les revendeurs à la sauvette remballaient en vitesse leur breloque
dans le drap posé au sol, puis s'enfuyaient en courant, baluchant sur l'épaule. Les pauvres avaient bien trop peur de se faire confisquer la marchandise, ou pire encore, se faire gentiment renvoyer dans leur pays respectif. Bref, je me lassais assez vite de ce triste manège, et j'allais voir ailleurs. Je commençais à être épuisé et affamé, mais je savais que dans le 16e arrondissement, où mon instinct m'avait emmené, résidaient les habitants les plus riches de la ville, et je fondais de grands espoirs sur cette belle journée. Avant tout, je m'écartais un peu du tumulte touristique et m'enfonçais plus profondément dans le quartier, dans une rue perpendiculaire au palais de Chaillot, derrière le cimetière de Passy. Au début, je fus un peu surpris de n'apercevoir aucun autre de mes congénères, qui aurait pu me faire de la concurrence dans cette belle avenue, car j'avais toujours pensé que c'était le rendez-vous incontournable de tous les crève-la-faim de la planète. Mais étrangement, j'étais le seul qui avait osé s'aventurer sur ces lointaines terres promises, à l'opposé des quartiers pauvres et populaires. Décidément, j'avais de l'aubaine aujourd'hui. Je me voyais déjà les poches pleines, remplies de billets de banque, imaginant mal les gens riches se promener avec de vulgaires pièces de monnaie. Je trouvai un joli banc en fer forgé, en face d'une boulangerie, et m'installai confortablement, en bavant d'envie devant les friands à la saucisse et les Paris-Brest crémeux dont je sentais déjà le goût sur ma langue. Et je ne doutais pas un seul instant de pouvoir m'en engouffrer dans l'heure suivant ma quête. Je posai délicatement ma casquette devant moi, et comme d'habitude, je m'armai de patience en attendant une âme charitable. Stimulé par les odeurs enivrantes qui inondaient le trottoir aux abords de la boulangerie, et tiraillé par une faim grandissante, j'augmentais mes chances de gain en interpellant les passants qui entraient, puis sortaient les bras chargés de pain et de viennoiseries. Au bout de 2 heures à m'époumoner inutilement, je compris pourquoi personne ne se battait pour venir mendier dans ces coins-là. Ceux qui possédaient les richesses paraissaient aussi être les plus radins. Le soir tombait, et je n'avais toujours rien avalé de la journée. Ma bonne humeur matinale s'était effacée devant la rancœur, comme la nuit glaciale remplace une journée d'été ensoleillée. Je m'apprêtais à quitter ce lieu maudit pour rejoindre mes quartiers adorés, quand un vieux monsieur s'approcha de moi et posa un billet de 50 € dans ma casquette fripée. « Bonjour, jeune homme. Ça fait un bout de temps que je vous observe, et j'ai l'impression que les affaires ne marchent pas beaucoup aujourd'hui. » Il avait une grande taille, et malgré son âge avancé, ne courbait pas le dos comme la plupart des vieillards. Il se tenait même exagérément droit, adoptant ainsi une posture aristocratique qui définissait son milieu social. Un costume de soie blanche parfaitement repassé, une chemise cousue sur mesure épousant à merveille ses épaules, un nœud de cravate noué au centimètre près autour de sa gorge parfaitement rasée, une odeur de parfum de luxe, tout en lui respirait la richesse et la bienséance. Un petit bouc taillé à la manière des écrivains et un panama assorti à sa veste, délicatement posé sur la tête, achevait de donner au septuagénaire l'allure d'un homme noble et digne. « Effectivement, monsieur, ça ne marche pas tous les jours. En parlant d'affaires, je n'aurais bien une à vous proposer si vous êtes disponible pour la soirée. Elle vous fera gagner encore 9 billets comme celui-là, si vous êtes d'accord, bien entendu. » Il avait dit ça sur un ton simple et nonchalant, et rien ne présageait dans sa voix quelque vice ou tendance perverse. Mais je me méfiais quand même de cet inconnu aux grands airs et à la générosité facile. « Et quel genre d'affaires nous passerions pour une somme pareille ? » « Oh, rien de bien méchant. Ma femme est malade et elle adore voir de nouveaux visages pour lui tenir compagnie quelques heures. Elle ne peut pas bouger de la maison, alors de temps en temps, je lui ramène des visiteurs, vous comprenez ? Ça lui ferait tellement plaisir de faire votre connaissance. » « Mais pourquoi moi ? On ne se connaît pas et je suis un clochard. Et vous m'emmèneriez chez vous en toute confiance. Qui vous dit que je ne veux pas vous créer des problèmes ? Vous savez, jeune homme, à mon âge, on acquiert des capacités extralucides étonnantes. J'ai senti, à force de vous observer au fil de l'après-midi, que vous étiez une bonne personne, car même si les passants ne vous donnaient rien, malgré votre faim, vous êtes resté amical et courtois, sans jamais vous énerver. Voilà pourquoi je me suis présenté à vous avec ma proposition insolite. Et je ne vais pas vous cacher que dans le monde individualiste où nous vivons, il est difficile de trouver des personnes spontanément remplies d'empathie pour des vieillards séniles, si les conditions pécuniaires n'est pas mises sur le tapis. Sur cette dernière remarque, il marquait un point. Qui avait envie de passer du temps avec une vieille dame mourante, alitée, s'il n'y avait pas au bout du chemin une belle liasse de 10 beaux billets orange ? Et comme je l'ai mentionné au préalable, les envies sont réservées aux gens aisés, pas pour les personnes comme moi.
Alors si cet inconnu voulait que je lise une histoire à sa femme en l'abordant pendant 1 heure ou 2, je ne pouvais pas refuser cette offre. J'en avais trop besoin. Ma survie en dépendait. Donc, attiré par le joli pactole, je suivais le vieil homme jusqu'à chez lui. Un bel immeuble à la devanture sculptée en pierre de taille, représentant des anges surplombant une immense porte cochère en bois d'époque. Un digicode permettait d'ouvrir le lourd portail, assisté par un système hydraulique à piston. Cette petite touche d'anachronisme ne semblait déranger personne, et encore moins les résidents des luxueux appartements qui se sentaient à l'abri derrière cette protection infranchissable. Nous franchîmes le large passage et la bouche béante se referma derrière nous dans un doux ronbrissement mécanique. L'intérieur de la cour était encore plus joli que la façade donnant sur la rue. Arbustes taillés en forme d'animaux, fontaines à eau jaillissante, gazon tondu et chemins de pierre donnaient à l'endroit des allures de palace parisien. Même l'ascenseur, avec ses larges vitres donnant vers l'extérieur, ne perturbait pas l'harmonie élégante des lieux, et permettait même d'en apprécier toute la beauté vue du ciel. Mais le couple n'en avait pas l'utilité, car il habitait au rez-de-chaussée. Cette fois, il utilisa une bonne vieille clé pour ouvrir la porte en aluminium renforcée de chez lui. Je ne voudrais pas paraître impétueux, mais pouvez-vous prendre une douche avant toute chose et vous vêtir avec des affaires propres? Ma femme est un peu maniaque sur ce point et j'ai peur que votre odeur corporelle l'insupporte. Il y a des serviettes propres sur l'étagère et vous trouverez de quoi vous habiller dans les tiroirs du même meuble. Je n'étais pas vexé par sa réflexion, et à vrai dire, je ne me souvenais même plus quand je m'étais lavé pour la dernière fois. Il y avait bien un coin douche au squat, mais pas l'eau chaude, alors je repoussais toujours au dernier moment l'heure de mes ablutions hebdomadaires. J'étais donc plutôt enchanté de pouvoir me décrasser dans de meilleures conditions que d'habitude, surtout quand des vêtements propres et repassés m'attendaient au sortir du bain. Il fallait la voir, la salle d'eau, avec son lustre en cristal qui pendait du plafond et étincelait de 1000 éclats à la baignoire, qui trônait majestueusement au milieu de la pièce et invitait l'âme fatiguée à y perdre des heures de délassement et de volupté. Mais le comble du ravissement me surprit quand je voulus rejoindre la vasque aguichante. Après avoir retiré mes fripes sales et grotesques, marchant pieds nus vers l'enchantement, une douce chaleur submergea ma voûte plantaire et me procura une sensation inconnue jusqu'alors. Le carrelage était chauffé par je ne sais quelle magie, et chaque pas me procurait un plaisir insoupçonné. Enfin, je m'allongeai confortablement dans la cuve en céramique et tournai les robinets en laiton, d'où s'écoula en parallèle 2 minces filets d'eau aux températures opposées. Après avoir rempli mon bain à ras-bord, je jetai dedans diverses sels colorés et parfumés qui se trouvaient à portée de main sur une servante à roulettes, puis me shampouinai longtemps la tignasse jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et soyeuse. Je fermai les yeux un instant, perdu dans une profonde relaxation, proche de l'extase, respirant les effluves floraux, tout en me prélassant pendant ce qui me sembla être une éternité. Jeune homme, si vous avez terminé, le repas est prêt. Je vous attends au salon. Sa voix douce et avenante me réveilla. Je ne m'étais pas aussi bien occupé de moi depuis si longtemps que je m'étais assoupi sous ton de douceur. L'eau du bassin avait refroidi, ce qui m'aida à en sortir avec moins de regret. Toujours animé de mon obsession pour les couleurs euphorisantes, je choisis un survêtement Adidas bleu roi, aux rayures blanches, qui épousait à merveille ma fine silhouette, et des baskets aux emblèmes de la même marque. Une pauvre pointure trop grande, puis je rejoignis mon hôte et mon dîner. Je n'avais pas eu le temps d'observer le salon à mon arrivée, car le vieux m'avait expédié illico au lavoir, de peur sûrement que je contamine son appartement avec tous mes microbes. Mais c'était chose réglée à présent. Je sentais la rose et j'étais paré comme un prince des temps modernes. Des tableaux anciens représentant des scènes érotiques aux personnages masqués étaient accrochés aux 4 coins de la pièce. Je ne m'attardai pas trop sur leur contemplation pour ne pas indisposer le vieil homme et m'assis à la place indiquée. J'étais d'un côté de la table et lui à l'autre bout. Donc 3 bons mètres nous séparaient. Il aurait pu nous installer sur les bords latéraux pour créer un environnement plus convivial, mais par habitude des repas passés en compagnon de sa femme, il avait préféré les extrémités. Je n'y portais pas une grande importance, car les parfums musqués du filet de bœuf poêlé inondaient déjà mes narines, et je n'arrivais plus à concentrer mon esprit sur autre chose que mon assiette. Vous n'êtes pas végétarien au moins? Avec les jeunes de votre âge, on ne sait jamais quoi préparer. Mais si c'est le cas, vous pourrez toujours vous rabattre sur les pommes sautées.
Je n'avais même pas la force de répondre. Je ne pensais qu'à enfourner un morceau de viande encore chaud et juteux dans mon gosier affamé. Et n'y tenant plus, je mastiquai mon premier morceau de chair. Aussitôt, une nouvelle explosion de plaisir vint me cueillir comme un uppercut. Je n'avais rien mangé de la journée, et c'était la première fois de ma vie que je goûtais le filet d'un autre animal que le poulet. Rien que le steak avait suffi à ravir mes papilles, mais autour de lui se dressait un amoncellement de patates persillées et aillées au beurre salé qui rivalisait de saveur et de béatitude. Je trempais le tout dans une sauce béarnaise qu'il avait pris le temps de faire lui-même et qui finissait de placer ce repas digne d'un restaurant étoilé. Je ne parlais pas beaucoup, je me contentais d'ingurgiter le maximum d'aliments possible, comme le ferait un chien abandonné qui a peur qu'on lui retire sa gamelle. Mon bienfaiteur ne s'en offusqua pas. Il comprenait ma situation précaire et avait même eu la délicatesse de ne pas m'interrompre pendant mon festin. Mais comme mon assiette fut parfaitement vidée de son contenu, j'avais même pris soin de saucer avec du pain pour être bien sûr de ne rien laisser, il se leva et s'approcha de moi, une bouteille à la main. Il remplit le verre à pied, déjà présent sur la table, d'un liquide rouge-brun, en me souriant d'un air malicieux. Vous prendrez bien un peu de fromage avec votre pétrousse ? Il devait parler du vin qu'il me servait. Je n'étais pas un fin connaisseur et appréciais rarement l'alcool, mais je goûtais pour lui faire plaisir, car il attendait patiemment debout à côté de moi, en me dévorant avec des yeux circonspects, que je bus une gorgée. Et encore une fois, le doigt céleste effleura mon enveloppe charnelle de damné. Ce liquide, puissant et subtil, représentait l'harmonie parfaite entre Dieu et les hommes. Il était la quintessence sublime du travail humain et de l'imagination de l'univers. En même temps que le nectar imprégnait lentement mon âme, une force surnaturelle contrôlait ma main, évitant ainsi de faire couler trop vite le précieux breuvage de ma gorge d'inculte. Quand il remarqua mes yeux se révulser de plaisir à cette première lichée, il parut satisfait, et partit dans la cuisine pour la suite des festivités. Il en ramena comme promis un plateau de fromage débordant d'odeur et de texture qui donnait l'eau à la bouche, bien que je fusse déjà partiellement rassasié. Mais l'offre était trop alléchante pour ne pas la saisir. Alors je plongeai mon couteau dans plusieurs cylindres, offrant toutes les nuances d'un dégradé du blanc au marron. Plus ils étaient foncés, et plus leur puanteur s'accordait à merveille avec le grand vin. Je me découvrais des appétences au luxe, et ne me lassais pas d'apprécier ces trésors gustatifs, jusqu'à présent cachés à ma vie de moribond. Le repas vous a-t-il plu, mon jeune ami ? Je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est un jour un peu spécial aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma chère et tendre épouse. Mais comme elle ne peut pas manger avec nous à cause de son état, nous en avons profité ensemble. Mais assez discuté. Il est l'heure de lui offrir son cadeau. Vous, mon cher. À ces mots, telle la chute d'Icare, je dégringolai du ciel pour retrouver la tristesse du monde terrestre. Mais je n'avais pas le choix. Nous avions passé un accord tous les deux, et le vieux m'avait bien gâté. Alors je me faisais un devoir de le respecter. Et puis le dessert m'attendait après ma bonne action, une petite enveloppe garnie de beaux billets tout frais. Je suivais l'agile vieillard dans un long escalier abrupt qui semblait descendre au sous-sol. Je m'arrêtai derrière lui pour lui laisser le temps d'ouvrir la serrure et pénétrer à mon tour dans ce cloaque sombre. Pourquoi laissait-il sa femme enfermée dans une pièce éteinte ? Je commençais à angoisser. Ma respiration s'accéléra car j'imaginais déjà la vieille femme avec des escarres sur tout le corps, un dentier posé sur la table de chevet. Je la voyais baver de plaisir en me tenant la main et trembler de tout son long à chaque phrase polie à son intention. Désolé, je ne trouve pas la lumière. Mais entrez donc. Ah, voilà, j'y suis. Et la lumière fut. Le temps que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je cherchais déjà la malade suffocante, mais n'apercevais aucune trace de lit dans les environs. Je continuais à tourner la tête dans tous les sens, et la trouvai enfin. Mais j'aurais préféré ne pas la voir, et ne jamais être entré dans cette pièce glauque. Par-dessus tout, je regrettais amèrement d'avoir rencontré cet homme dans la rue. Je voulais être partout ailleurs qu'ici, car personne, et surtout pas le vieillard, ne m'avait préparé psychologiquement à ce spectacle ahurissant d'abomination. La vieille n'était pas alitée, bien au contraire. Elle était suspendue par des chaînes et pendait du plafond comme un vieux sac desséché. Des cordages enroulés autour de son corps flétri la serraient comme un charcutier aurait saucissonné une longe de porc.
Elle ressemblait à s'y méprendre à une énorme copa, s'affinant doucement dans une cave humide, puant le renfermer. Le vieux m'avait menti. Il m'avait tendu un piège. Et je compris immédiatement qu'il ne m'avait pas ramené jusqu'ici juste pour lire un extrait de roman à l'eau de rose. Je peux savoir ce qui se passe ici? Vous m'aviez dit que votre femme était malade. Le vieux avait déjà refermé la porte à double tour et se tenait toujours aussi droit qu'un piquet. Je lui aurais bouffé les yeux sur l'instant, mais j'attendais ses explications d'abord. Je ne vous ai pas menti. Elle a une légère déficience mentale que je m'efforce de satisfaire dès que j'en ai l'occasion. Et je croise votre chemin. Le jour de son anniversaire en plus. Quelle aubaine tout de même. En même temps qu'il parlait, il se déplaçait derrière un large bureau en bois massif et rangea ce que je devinais être une clé, au cliquetis métallique, dans un des larges tiroirs. L'affreux pervers m'avait enfermé. Je regardais instinctivement autour de moi si la pièce possédait une deuxième sortie, comme une fenêtre par exemple, mais je ne trouvais aucune autre issue. Par contre, discrètement installée près du vieil office, j'aperçus une petite caméra numérique, posée sur un trépied de photographe qui attendait patiemment son heure. Dans quel mauvais film étais-je tombé? J'imaginais déjà la première page du Parisien de demain. Un jeune clochard pris dans les mailles d'un filet d'un couple de sadomasochistes séniles. Mais j'avais toujours l'avantage de ma jeunesse. L'un de mes kidnappeurs ne me ferait pas de problème, et l'autre côtoyait déjà presque la mort. Donc je tentais ma chance en m'avançant d'un pas alerte vers l'unique porte. Encore un bruit de tiroir, mais cette fois, il en sortit une arme de poing qu'il braqua vers moi. N'y comptez pas, cher ami. Maintenant que vous êtes là, vous allez honorer notre contrat. Puis je vous laisserai partir. Je ne veux pas vous faire de moindre mal. Je veux que vous lui en fassiez à elle. Et immédiatement. Le ton de sa voix avait subitement changé, passant de l'homme cultivé aux bonnes manières au sadique malveillant caché au fond de son âme torturée. Ses gestes saccadés et hésitants trahissaient la montée en puissance de son excitation viscérale, en imaginant déjà la scène qu'il s'apprêtait à immortaliser. Prends le martinet accroché sur le mur et commence par lui fouetter le cul. Et la chatte, à cette salope. Son regard n'était plus le même. Il était comme possédé par son propre vice et s'impatientait que je martyrise son épouse, sûrement aussi impatiente que lui. Mais je ne pouvais pas savoir si elle était consentante, vu qu'une balle de golf maintenue par des liens en cuir lui obstruait la bouche et une partie de la gorge. Peut-être qu'elle aussi était retenue en otage et subissait comme moi les perversions de son mari. Quoi qu'il en fût, je n'avais pas d'échappatoire, et face à une arme à feu, personne ne faisait ni le poids ni le malin. Alors j'entempérai sous la menace et décrochai le petit fouet du mur. Je m'approchai le cœur battant de ma future victime, une araignée morbide empêtrée dans sa propre toile, tendant un cul ridé vers le ciel. C'était la seule partie de son corps exposée à la lumière, avec ses deux tristes mamelles violettes qui semblaient sur le point d'exploser sous la pression des nœuds, et quelques fragments de peau oubliés par l'expert, le reste étant enseveli sous une tonne de cordages et de chaînes. Il était évident, même pour un novice en bondage, que le postérieur était l'objet de toutes les attentions. D'ailleurs, en le scrutant de plus près, je devinais que ce n'était pas la première fois qu'il subissait pareille punition, car les fesses flasques étaient marbrées de cicatrices à peine refermées. « Alors, qu'est-ce que tu attends pour fouetter cette pute ?» Le vieil aristocrate débauché ne tenait plus en place et faisait tournoyer son revolver au-dessus de sa tête, le visage collé sur le ton de sa caméra, d'où une lumière rouge clignotait déjà depuis plusieurs minutes. Je prenais mon courage à une main, car j'avais besoin de l'autre pour manier l'arme de tous les plaisirs. Je levai et abattis d'un seul geste les fines lanières de cuir sur l'épiderme zébré de l'étrange animal qui poussa un léger soupir étouffé. « Plus fort! T'as de la guimauve dans les bras, ma parole! Et fouette aussi sa chatte, bordel !» Ça commençait à devenir vraiment terrifiant, et je voulais en finir au plus vite maintenant. J'avais les nerfs à vif, et j'assénais des coups violents sur toutes les parties visibles de son corps décharné. J'entendais son hurlement se perdre en murmures lancinants derrière son bâillon, et je continuais sans m'arrêter, jusqu'à en être sueur. Le vieux jubilait. « Oui, comme ça! C'est comme ça qu'elle aime, cette dévergondée! Maintenant, retourne le fouet et fourre-lui le manche dans la cramouille, à cette connasse !» Ça devenait de pire en pire. L'horreur ne s'arrêterait donc jamais. Jusqu'où ce cauchemar allait-il m'emmener?
Enivré par la folie et le dégoût, ahuri comme un exilé perdu dans un monde inconnu et hostile, je ne contrôlais plus mes mouvements. C'était comme si la voix qui résonnait dans la pièce s'était accaparée mes sens et faisait ce qu'elle voulait de mon être tout entier. Je lui appartenais corps et âme, et elle jouait à sa guise avec mes membres, comme une fillette avec les bras de sa poupée. Je me consumais en enfer, tel un démon dans l'antre de Lucifer, et suivais ses ordres à la lettre comme hypnotisé. Je saisis donc le martinet côté lanière, et j'approchai le morceau de bois du sexe aux lèvres molles et pendouillantes. L'esprit troublé, je fermai les yeux, en assénant des va-et-vient poisseux dans l'ouverture béante et humide. L'odeur qui se dégageait de sa sécrétion vaginale me révulsait, et sans m'y attendre, je vomis le délicieux repas dont je m'étais tant délecté une heure plus tôt. C'est pas le moment de craquer, c'est bientôt fini. Une fois que tu l'auras sodomisée comme elle le mérite, tu pourras partir. Toujours dans la tourmente vertigineuse qui m'accablait, j'essuyais avec le revers de ma manche un reste de pommes de terre à moitié digéré et tentais de me redresser. Vomir m'avait soulagé, et maintenant que mon organisme avait recraché cette tension sourde, je me sentais mieux. Je retrouvais même le contrôle de mon esprit confus. Je jetai un coup d'œil vers celui que je considérais à présent comme mon agresseur. Sa pupille dilatée de plaisir n'avait pas décollé de l'objectif, et il avait sorti son pénis ridicule qu'il masturbait maladroitement, comme un enfant de 10 ans. Accaparé tout entier par sa branlette, il avait posé le revolver sur son bureau. Fort de mon nouvel élan de survie et de l'opportunité qui m'était offerte, je me précipitai, vif comme l'éclair, contre la caméra et la poussai violemment contre lui. Il tomba en arrière, empêtré dans ce matériel cinématographique. Il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, comme au sortir d'un rêve merveilleux et qu'on se retrouve face à la triste réalité. J'avais toujours le martinet à la main, dégoulinant de cyprine puante, et je devais le serrer exagérément pour ne pas qu'il me glisse des doigts. Je continuai sur ma lancée en lui assénant de puissantes volées au visage. Il se décomposa littéralement en essayant de se protéger, avec ses avant-bras repliés autour de sa tête. J'étais tellement en colère que je n'arrêtais pas de lui asséner des coups sur tout le corps. Il n'avait pas l'habitude de jouer le mauvais rôle. En général, c'était lui le metteur en scène. Il dirigeait les acteurs. Et ça lui faisait tout drôle, pour une fois, de participer au scénario. J'arrêtai quand je fus complètement essoufflé et vidé de mes émotions négatives. Je jetai le fouet ensanglanté sur le sol et le remplaçai par le pistolet sur le bureau. Et je le menaçai à mon tour, le sommant de se relever. Alors fais-moi le malin maintenant. Le contrat a changé. Je veux 1000 € en cash et tout de suite, salopard. Ou je te tutoie et la chose qui pend du plafond. Oui, calmez-vous. Je vous les donne, bien entendu. Vous les avez largement mérités. Il était redevenu le vieillard gentil et aimable que j'avais rencontré quelques heures plus tôt sur le trottoir de la boulangerie. Seuls ces grands airs de petits bourgeois parisiens manquaient à l'appel. À le voir marcher d'un pas lent, en se tenant les lombaires, le visage lacéré, il retrouvait l'attitude du septuagénaire normal, quoique un peu plus esquinté. Il décrocha un tableau du mur, à l'arrière du bureau, qui cachait un coffre-fort, et l'ouvrit à l'aide d'une combinaison de chiffres. Je regardais par-dessus son épaule, au cas où il aurait caché une autre arme à feu, mais je ne vis que des disques durs empilés les uns sur les autres, et quelques billets de banque qui m'étaient destinés. Le salaud avait stocké des mégaoctets de vidéos sadomasochistes, car j'imaginais bien que ce n'étaient pas des films de Walt Disney là-dedans. Je n'étais pas sa première victime, car vu la quantité de supports de stockage, il avait dû en piéger des centaines. L'envie soudaine me prit de lui tirer une balle dans la nuque, mais je l'enterrai immédiatement après l'avoir pensé. Je n'étais ni un justicier ni un criminel. Et je voyais déjà les titres rabatteurs des journaux changer leurs éditos. Un clochard assassine froidement un riche des beaux quartiers. Non, je n'avais aucune chance de m'en tirer indemne, même si toutes les preuves de sa perversité criminelle étaient là. Je ne faisais pas le poids face à la justice. Et à bien y réfléchir, il n'y avait pas eu mort d'homme. Juste une séquestration forcée avec menace. Je préférais donc laisser la police faire son travail et retourner sans encombre faire le mien. Mais ce sentiment d'impuissance renforça ma hargne à l'encontre de mon agresseur, et je le tenais encore sous mon épée vengeresse. Il n'allait pas s'en tirer à si bon compte aussi facilement. Ok, maintenant tu vas vider tout le contenu du coffre sur le bureau. Et plus vite que ça, sac à merde. Il s'exécuta tout penaud, comme un gosse martyrisé à l'école par des plus costauds. Je comptais approximativement 2000 € en billets orange et verts que j'empochais illico.
Il ne protesta pas. De toute façon, il n'avait pas les moyens de le faire. Par contre, quand je lui commandai de jeter ses disques de stockage par terre, il fit la moue. Il sentait ce qui allait arriver, et son appréhension se transforma en un immense désarroi quand je lui ordonnai de les piétiner. Il ne voulait pas. Il ne pouvait pas écraser 40 années de travail et de passion. C'était trop pour lui, et il se mit à pleurer comme une fillette. Pour lui faire retrouver raison, je lui fracassai le nez avec la crosse du pistolet, en le menaçant de prévenir la police s'il ne détruisait pas ses immondices numériques immédiatement. Et la mort dans l'âme, et le nez ensanglanté, il piétina ses précieuses vidéos en pleurant à chaudes larmes. Même la vieille bique attachée semblait sangloter à travers son bâillon. Du coup, son attitude me prouva qu'elle était consentante depuis le début. Je la laissai alors comme je l'avais trouvée en arrivant, suspendue comme un insecte mort dans une toile et oubliée dans un coin de la cave. Puis je pris la poudre d'escampette. On ne me revit jamais dans les beaux quartiers parisiens.